Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé, c'est l'épisode numéro 14 et aujourd'hui on est accompagné de Violette. Salut Violette. Salut. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt intéressant, on va parler de tout ce qui est un petit peu diète parfaite et remettre on va dire les idées en place, parler de certains points vraiment très intéressants. Donc juste avant vraiment de parler de ça, je vais tout simplement te demander Violette de te présenter rapidement. Je m'appelle Violette, j'ai 25 ans. Je suis étudiante en deuxième année de BTS diététique. Et donc voilà, après j'aimerais me tourner plutôt dans la nutrition du sport. Et puis je fais pas mal de sport aussi et je fais du triathlon. Eh ben écoute, nickel. Bah écoute, la première question, on va tranquillement se mettre dans le sujet. C'est un petit peu d'où vient la mode en fait du healthy pour toi? Euh, pour moi, en fait, cette mode, finalement, elle est réponse, en fait, je dirais, à l'alimentation. Peut-être hyper industrielle qu'on a actuellement et qui est remise en cause pour ses conséquences sur la santé, que ce soit au niveau de la gestion du poids, puisque c'est une alimentation qui favorise le surpoids, mais aussi pour toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé à long terme. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé, même si je pense que les gens ont toujours eu conscience de ce qui était bon pour la santé ou pas. Finalement, se poser la question, ça vient vraiment. On est dans une société où on manque rarement de nourriture. Du coup, on peut se poser la question de la qualité de notre alimentation. Et c'est vrai que l'alimentation hyper industrialisée, elle est relativement récente. Je pense qu'on peut considérer que l'industrie alimentaire, etc., ça apparaît dans les années 30. Après, il y a eu les supermarchés, ça date seulement des années 50, 70. Et, euh, et puis, je pense qu'avec des événements un peu plus polémiques comme la crise de la vache folle, etc., les gens ont commencé à se remettre un petit peu en question sur leur façon de s'alimenter. Et, euh, et en plus de ça, ces dernières années, je trouve qu'on est de plus en plus dans une sorte d'industrie du bien-être où en fait il y a une sorte d'injonction à être heureux, à prendre soin de soi, etc. Et je pense que le marketing en a profité aussi pour remettre l'accent sur une alimentation un peu plus healthy. Enfin, c'est ma vision des choses. Je suis pas du tout experte en histoire de l'alimentation, mais je pense qu'il y a vraiment une réponse en fait à une alimentation qui est décriée aujourd'hui. Ouais, je vois totalement. Donc en fait, pour toi, depuis quelques années, comme tu en as parlé, c'est en fait cette mode du healthy, on va dire l'industrie en a profité pour faire pencher la chose du côté marketing. Ouais, je pense qu'il y a une dimension qui est comme ça aussi et qui joue sur le fait que les gens n'ont pas forcément d'idées précises. Parce qu'en fait, on parle de produits healthy, mais en, en fait, si on réfléchit, une alimentation peut être saine sans ces produits-là. Une alimentation qui se construit autour des produits de base, si on mange des féculents, des légumes, enfin une alimentation très simple finalement, Hmm. elle va être bonne pour la santé. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin de produits marketés comme étant healthy, tout ce qui va être superfood, etc. En fait, finalement, je pense que l'alimentation healthy, c'est vraiment, il y a une part de, oui, manger sain, ça existe, mais il y a aussi une part où on a inventé finalement des produits healthy. Quand on voit, que ce soit dans les magasins bio ou dans les supermarchés, il y a vraiment toute une typologie marketing de ces produits-là qui ne le sont pas réellement, en fait, enfin, pas tous. Ouais, ouais, comme par exemple, il y a pas mal d'aliments. Bah maintenant, on voit bien hein, avec les sans gluten, sans sucre ajouté, etc. Maintenant, il y a pas mal, on va dire, de petits bouts de phrases comme ça qui sont beaucoup utilisés par les marques pour pouvoir attirer en fait la clientèle. Et en fait, ouais, je pense que tu as raison sur le fait que, enfin, du moins, moi, je vois ça aussi comme ça, dans le sens où
les gens, ils savent qu'ils doivent mieux manger, mais derrière, en fait, si tu leur demandes, je pense qu'ils savent pas réellement répondre à la question de qu'est-ce que c'est pour toi une alimentation healthy, tu vois. Euh, Parce qu'en gros, il y a l'industrie qui impose, on va dire, un petit peu sa vision du healthy, et derrière, en fait, indirectement, comme tu l'as dit, les personnes, tu vois, tout le monde, quand tu demandes un petit peu, voilà, cet aliment-là, comment tu mangerais pour bien manger, les gens, ils pensent directement aux légumes, aux fruits, ces choses comme ça. Et indirectement, en fait, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Et du coup, je pense que enfin, après, c'est mon avis, tu vas me dire ce que t'en penses, mais la confrontation entre ce qu'on pense intérieurement, on va dire, de ce que c'est qu'une bonne alimentation, c'est-à-dire fruits, légumes, etc., et entre ce qu'impose le marketing, ça crée peut-être aussi un petit peu le fait qu'on soit perdu, non? Ouais, je pense aussi parce que finalement, il y a cette dimension aussi où les aliments marketés healthy font un petit peu bobo, quoi. La personne qui mange sain, tout de suite, on va dire qu'elle mange des graines et du tofu. Alors qu'en soi, ça, c'est finalement une image qui est créée de toutes pièces parce que on peut très bien dire aussi, bah, moi, je mange sainement, j'achète des légumes, des féculents et puis je mange bah, des protéines de qualité, etc. Et j'ai une alimentation qui est simple. Et finalement, ces produits qui sont marketés healthy, souvent, ils contribuent, je pense, à la pensée qu'ont les gens que manger sain, ça coûte cher, euh, Ouais. alors que c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que souvent, sur ces produits, on se rend compte qu'il y a une vraie différence de prix et, alors qu'ils sont pas forcément indispensables pour manger sainement. On peut, si ça nous fait plaisir de consommer certains de ces produits-là parce qu'on aime ça, on peut se les payer au même titre qu'on peut, je sais pas, se payer un fast-food et que ça nous coûtera plus cher que de cuisiner. Il n'y a pas de problème pour le côté finalement plaisir. Par contre, pour le côté santé, je pense que c'est pas indispensable d'acheter ces produits-là qui sont souvent plus chers et finalement pas souvent meilleurs pour la santé, puisque comme tu l'as dit, sur les produits sans gluten, sans sucre, etc., souvent il y a des produits de substitution avec des additifs qui sont pas toujours ouf pour la santé, quoi. C'est sûr. Et puis, ouais, cet aspect un petit peu, cet aspect cher, le fameux mythe de voilà, pour bien manger, il faut payer cher, etc. Je trouve que, enfin, ces dernières années plutôt, c'est encore pire avec le fait ces dernières années, on a quand même mis pas mal en avant le côté bio, ce qui est en soi d'un côté bien, mais encore une fois, l'industrie en profite pour faire du marketing, parce que bon, des fois, quand je vais dans le rayon bio et que je vois qu'il existe des cookies bio, tu vois, enfin, genre, ça me fait bien rire. Parce que là, on sort clairement de l'idée de base. Et du coup, en fait, après, moi, je connais des gens qui sont tombés dans l'erreur, ou même qui sont encore dans l'erreur de vouloir tout acheter bio, tu vois, parce qu'ils pensent que le bio, c'est la solution tout de suite. Et du coup, on arrive vite à une alimentation qui revient super cher, alors que c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Et en plus, je pense que aussi, euh, indirectement, l'industrie veut nous faire transmettre en fait ce message que bien manger c'est cher. Et je pense que c'est volontaire d'une part. Parce que justement, tu as parlé fast-food, ça me fait penser à ça. Je sais pas si tu as déjà entendu ou même vu sur les réseaux, il y en a pas mal, ils mettent l'histoire de la salade là en comparaison avec le burger, avec le prix. T'as peut-être Mm. déjà vu. Ouais, bah ça, enfin, après, je t'avouerai que je vais pas très souvent au McDo, donc je sais pas si c'est réellement ça. Mais même cette histoire-là, ça montre qu'il y a quand même en fait, indirectement, l'industrie veut nous montrer que manger bien, ça coûte cher, alors que bah, c'est pas réellement le cas, quoi. Non, c'est clairement pas toujours le cas. Et heureusement. Ouais, carrément. Et du coup, mettons on sait c'est quoi un petit peu bien manger, etc. Enfin, comment bien manger. Pour toi, on va dire à quel point il faut essayer de manger sain en termes de pourcentage, on va dire, environ, pour être en bonne santé. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose à respecter ou comment tu vois ça? Je pense déjà que ça va être quelque chose qui va être très différent selon les individus et pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'a pas tous les mêmes modes de vie. Je pense par exemple aux sportifs euh, qui vont avoir bah, peut-être plus de besoins
en vitamines et en minéraux pour compenser les pertes liées à l'effort, la reconstruction musculaire, la récupération, etc. Qui vont avoir besoin d'une alimentation assez protéinée, plutôt de qualité, etc. Ou quelqu'un bah, qui n'est pas spécialement sportif. Enfin, déjà, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et plus on a des besoins précis, plus il va falloir faire attention. Un sportif de haut niveau, il peut clairement pas se permettre de manger au fast-food 3 fois par semaine. Je pense que c'est pas, je pense que sur ses performances, ça se ressentira de toute façon. Après, pour monsieur et madame tout le monde, je pense que la différence, par exemple, elle va pas avoir un impact très très poussé, même si c'est pas toujours ce que je recommande. Je pense qu'il y a un équilibre psychologique qui est propre à chacun. Pour moi, la diététique, c'est pas quelque chose qui se résume à la nutrition. D'ailleurs, je pense que c'est la différence entre réellement la nutrition et la diététique. C'est que la diététique, elle prend en compte finalement l'aspect culturel, environnemental, l'aspect psychologique. Et donc, en fait, on n'a pas tous le même cadre de vie, les mêmes préoccupations. Et donc finalement, certaines personnes vont pouvoir consommer des produits vraiment de base, vont pas spécialement aimer les fast-foods. Enfin, en tout cas, c'est mon cas personnel. Je suis vraiment pas fan des fast-foods, donc ça me manque pas d'en supprimer. Par contre, il y a d'autres aliments peut-être un peu plus plaisir que moi je vais avoir du mal à retirer de mon quotidien, alors que certaines personnes diront, oh, bah non, moi ça me dérange pas de manger, de pas manger de chocolat, ou ça me dérange pas de ne pas manger tel aliment, etc. On est tous très différents là-dessus. Et, euh, et donc, je pense pas qu'il y a un pourcentage précis à respecter, sachant que quand on parle aussi des fameux mauvais aliments, alors, je suis un peu contre la catégorisation, hein, mais il y a plusieurs degrés aussi de transformation. Euh, et donc, je pense que ça devient très, très vite compliqué de mettre un pourcentage. En tout cas, ce que je pense là-dessus, c'est que si on commence à trop se prendre la tête et finalement à dépasser, on va dire, notre tolérance psychologique, on rentre dans un hyper contrôle de l'alimentation qui va générer des frustrations, des restrictions. Euh, et au final, on risque de tomber dans cette espèce de cycle où on va contrôler l'alimentation, craquer, culpabiliser et recommencer. Et à terme, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire, ça peut dérégler les mécanismes qui régulent normalement la prise alimentaire. Et je pense que ça peut finalement avoir des conséquences délétères de trop s'en préoccuper. Mais tout ça, ça va dépendre en fait de chacun. Il y a pas de pourcentage universel, je pense. Ouais, totalement d'accord. Et c'est intéressant en plus le point que tu dis au niveau de la différence entre la nutrition et la diététique, parce que je t'avouerai que cette façon d'expliquer, en fait, j'ai jamais entendu et c'est super intéressant. Enfin, j'ai jamais pensé d'ailleurs. Et oui, encore une fois, bah, l'individualisation, ça reste la meilleure option. Apprendre à se connaître un petit peu, voilà, apprendre à savoir ce qu'on aime bien. Également, un petit peu aussi nos objectifs en considérant notre style de vie. Parce que c'est sûr qu'un sportif de haut niveau avec une personne qui fait du sport juste pour se défouler, bah, ça va pas être la même chose. Et tout ça, bah, ça à prendre en considération. Et du coup, oui, ça fait varier, on va dire, la prise en considération de l'alimentation. Et, euh, et du coup, vu que, enfin, moi, les pourcentages, pareil, je trouve qu'on rentre un petit peu dans un super contrôle, enfin, un trop gros contrôle de l'alimentation. Du coup, au niveau de la diète flexible, c'est quoi ton avis dessus? Bah déjà, je pense qu'il faut voir ce qu'on appelle diète flexible exactement. Parce qu'en soi, une alimentation, elle est toujours flexible. Nos besoins varient tous les jours, nos envies varient tous les jours, et c'est normal. On a des appétits spécifiques, on a des envies particulières. Enfin, il y a tellement de choses qui jouent sur l'alimentation que pour moi, de toute façon, elle doit être flexible. Par contre, après, si on parle vraiment de la diète flexible du type 80-20, où Ouais, c'est 80% de nourriture saine et 20% de, de nourriture, on va dire, composée d'aliments ultra transformés. Euh, je pense déjà que le pourcentage, ça rajoute une contrainte, parce que, bah, en fait, on peut très bien avoir des jours où on mange pas du tout d'aliments ultra transformés
et des jours où on en mange beaucoup plus. Ça veut dire avec cette diète-là, ça va être compliqué d'aller se faire un fast-food, par exemple, parce que le fast-food, il va très vite tabler sur du 30% d'aliments transformés sur la journée, donc on dérègle tout. Mm. Je pense que ça rajoute des contraintes psychologiques et sociales supplémentaires dont on n'a pas forcément besoin. L'équilibre doit se faire de toute façon sur la semaine, voire sur le mois. Enfin, ça se fait pas. De toute façon, l'équilibre alimentaire et la balance énergétique se fait pas réellement sur la journée précisément. Ça se fait à plus long terme, ça se régule sur plusieurs jours. Donc, je trouve qu'elle a un côté qui est finalement plus rigide que flexible. Et puis voilà, on n'a pas de tableau qui définit quel aliment rentre dans le OK comme sain et quel aliment rentre dans le pas sain. Et finalement, cette distinction entre les aliments peut aussi générer des frustrations et de la restriction, puisque les aliments interdits ou en tout cas restreints vont créer une envie pour ces aliments. Alors que si on part du principe qu'il n'y a pas d'aliment qui est bon et pas d'aliment qui est pas bon, on va déjà, on va dire, lisser un petit peu nos appétences sur ces aliments. Je pense que quelqu'un qui est frustré par sa diète, par exemple, qui fait une sèche, qui est en diète flexible, le jour où il craque parce que sa diète était trop restrictive, qu'il était trop restreint, trop frustré, etc., il va certainement pas craquer sur les brocolis, il va craquer sur les fameux 20% dont il se prive. Donc, je suis pas sûre que ce soit finalement une très bonne approche. Et en tout cas, je pense elle dénature encore plus l'alimentation dans le sens où ces gens-là comptent déjà leurs calories, ils trient déjà leurs macronutriments. Là, ils rajoutent encore un critère de sélection de leur alimentation. Et si ça leur convient, tant mieux, mais je pense que c'est pas une approche qui est tenable à long terme ou qui finalement a du sens. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a un point aussi, enfin, moi personnellement, ce que j'aime pas trop, justement, enfin, t'en parles avec cette idée, personnellement, c'est le fait vraiment de catégoriser strictement les aliments. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les 20%, c'est soi-disant voilà, des aliments ultra transformés qui sont considérés comme mauvais. Mais en fait, cette histoire d'aliments mauvais, j'aime pas du tout cette idée-là, parce que pour moi, il n'y a pas d'aliments mauvais dans le sens où, entre guillemets, un aliment peut être mauvais, façon de parler, pour la physiologie de ton corps, si bien sûr tu contrôles pas les quantités, mais par contre, ce même aliment, il sera bon pour te faire profiter, tu vois, plus des moments avec tes proches ou des choses comme ça. Et en fait, c'est un équilibre, mais comment dire, il faut. Je pense qu'en fait, ce type d'alimentation, par exemple, une personne qui suit le 80-20 et qui sort avec des amis, si les amis, je sais pas, tu vas au cinéma, voilà, ils prennent des bonbons ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Et en fait, le fait que quand tu vois l'aliment directement dans ta tête, tu te dis oh mince, ça fait partie des 20%, faut que je limite, etc. En fait, ça te fait pas profiter du moment que tu avais prévu avec tes amis. Et ça, pour moi, ça crée de gros problèmes sur le long terme parce que bah, si on profite plus de rien, ça a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, c'est ça, tu te retrouves dans une espèce d'obsession de l'alimentation où finalement, même les aliments plaisir, t'en profites plus autant que t'en aurais profité si tu les avais juste consommés sans te prendre la tête de savoir combien ça mettait, quel pourcentage ça te cramait sur ta journée, combien de calories ça te cramait. Et je pense que ouais, tu perds quand même une bonne partie du plaisir. Et puis voilà, des fois, on n'a pas forcément envie de manger des Twix et des Mars. Et puis d'autres fois où on a envie de dépasser les pourcentages. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Et il y a vraiment, dans ceux qui pratiquent cette diète-là, il y a quand même ceux qui vont considérer que les 20%, ça reste des aliments plaisir, pas super intéressants, mais ça va être par exemple du sucre blanc. Ça va être du chocolat au lait ou ce genre d'aliments qu'ils considèrent comme flexibles, même si l'aliment n'est pas flexible en lui-même, ça ne veut rien dire. Mm. Ils vont considérer ces aliments-là que je trouve pas nécessairement particulièrement mauvais pour la santé. Certes, le sucre blanc n'apporte pas de vitamines ou de minéraux, etc. Et, euh, et donc, il n'a pas d'intérêt nutritionnel particulier si ce n'est son apport en glucose et puis en sucre en général. Euh, mais il n'est pas néfaste. Alors que par exemple,
un aliment très transformé, pour le coup, il va y avoir des additifs qui sont normalement pas cancérigènes ou pas trop, parce que forcément, on n'autorise pas n'importe quoi sur le marché non plus, mais qui sont pas forcément top pour la santé. Donc on va dire entre une personne qui considère que dans ses 20%, elle met des aliments pauvres en nutriments, mais pas délétères, et une personne qui va utiliser ces 20% pour manger des barres protéinées qui sont généralement pleines d'additifs, ou des barres chocolatées ou ce genre de choses qui vont avoir des additifs, des acides gras trans, tous ces produits-là, finalement, il y a encore une différence. Donc, je pense que ça devient très compliqué de catégoriser. C'est ça, ouais, carrément. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que généralement, enfin, moi je préfère, comment dire, quand je veux transmettre cette idée-là, ce que j'aime bien prendre, c'est pas de prendre l'exemple des aliments bons ou mauvais, c'est plutôt déjà d'expliquer qu'il y a les aliments bruts, les aliments transformés et les aliments ultra transformés. Et par exemple, le sucre blanc, je considère plutôt ça comme un aliment transformé, alors que les aliments qui ont des additifs sont souvent ceux que je considère comme ultra transformés. Et, et ça déjà, ça permet, comment dire, ça permet de voir les choses un petit peu d'une autre manière, éviter de rentrer non plus dans un pile ou face, on va dire, c'est-à-dire dès qu'on voit un aliment, bah, soit c'est bon, soit c'est mauvais, un petit peu de voir les choses d'une manière plus flexible, on va dire. Mais, Ouais. euh, mais voilà, enfin, je trouve que c'est déjà une approche plus intéressante, ça évite d'être non plus extrémiste, encore une fois. Et du coup, une question qui est vraiment intéressante parce que jusqu'à là, voilà, on se dit, faut pas rentrer dans la perfection, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui te demanderait, bah, comment en fait je fais pour savoir si je suis déjà trop perfectionniste dans mon alimentation? Je pense que on peut se poser des questions déjà sur notre ressenti psychologique. Est-ce qu'on ressent de la frustration vis-à-vis de notre alimentation? Est-ce que c'est déjà rien que le fait de se poser la question, je pense que ça souligne un certain doute. Donc, ça veut dire qu'il y a une remise en cause. Donc, effectivement, si on commence à se poser la question, c'est peut-être déjà qu'on l'est. Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce qu'il y a des craquages? Typiquement, si on déroge à nos propres règles, c'est bien qu'elles sont trop strictes. Est-ce que ça pose un problème au niveau social? Est-ce qu'il y a un problème d'isolement? Est-ce que ça devient compliqué de manger avec ses proches? Euh, Est-ce que la nourriture est un stress au quotidien? Je pense il y a plein de petits signes qui peuvent nous alerter. Après, il me semble qu'il y a un questionnaire aussi qu'on doit pouvoir trouver sur Internet euh, au sujet de l'orthorexie. Donc l'orthorexie, c'est le trouble alimentaire, on va dire, des personnes qui ont justement cette obsession de manger sainement. Hmm. Il me semble qu'il y a des questionnaires donc, qui permettent pas d'avoir un diagnostic réel, mais au-delà d'un certain nombre de points, par exemple, on te conseille d'aller voir un diététicien et d'en parler avec un professionnel de santé pour savoir si éventuellement il y a quelque chose à faire là-dessus, à retravailler sur l'alimentation. Je pense que ça peut être un indicateur aussi. Et dans les questions, il me semble que c'est combien d'heures pensez-vous à la nourriture par jour, etc. Enfin, des questions comme ça qui peuvent être des pistes de réflexion là-dessus. C'est vrai que je l'ai pas recherché ce questionnaire là récemment, mais c'est des questions qui sont intéressantes comme ça en fait, qui essayent de replacer en fait l'importance de l'alimentation dans notre quotidien. À quel moment on considère qu'elle est omniprésente? Est-ce qu'elle est stressante? Est-ce qu'elle est trop présente? Est-ce qu'elle est plus présente que ce qu'elle devrait? Parce que bon, on va pas se mentir, hein, on aime tous manger, on a tous besoin de manger et c'est normal de penser à manger, c'est normal d'aimer manger, c'est normal de se préoccuper de sa santé. Mais à partir de quand justement c'est trop par rapport à une certaine norme finalement qui veut peut-être pas dire grand-chose, Ouais, mais qui en tout cas est communément admise. ouais, carrément. Et ouais, bah déjà, en fait, c'est vraiment cette idée principale, c'est l'introspection entre
nous et la nourriture, on va dire, de se poser pas mal de questions. Et justement, le questionnaire que tu dis, c'est plutôt intéressant. Après, je pense qu'on peut le trouver assez facilement, du coup, si tu dis que c'est sur Ouais. Internet. Donc, je pense que si tu marques questionnaire, orthorexie ou quelque chose comme ça, tu devrais trouver. Mais, euh, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant comme point. Et moi, je sais aussi une astuce des fois qui peut être intéressante, ou du moins, ça peut être une astuce intéressante pour commencer l'introspection. Parce que des fois, tu vois, quand on dit, bah voilà, il faut que tu te poses des questions, etc., les personnes ne savent pas trop par où commencer. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de faire une simple notation, en fait, de ce qu'on pense de notre santé, ce que j'appelle physique, ce que j'appelle santé mentale et santé sociale. Après, je distingue santé sociale et mentale, mais c'est fait exprès. Mm. Et en fait, de noter ça sur 10, tu vois, de se dire, voilà, niveau, bah, est-ce que ma santé physique, combien je la mettrais sur 10, etc. Et souvent, en fait, quand on note ça de manière totalement honnête, si on perfectionne trop notre alimentation, en fait, on va voir que la note sur 10 de la santé physique sera peut-être 2 fois plus haute que celle des deux autres. Et, Mm. et du coup, ça veut peut-être dire quelque chose. Et je pense aussi que enfin, du moins, tu me diras ton avis, mais je pense que les personnes qui perfectionnent trop leur alimentation, je pense que le facteur qui tue, c'est le facteur social, je dirais. Je pense que c'est en tout cas ce qui se voit en premier, puisqu'en termes psychologiques, finalement, il y a une part de déni assez souvent. Hmm. Par contre, en termes social, je pense que ça se voit assez vite. J'ai retrouvé le test. Donc, pour les gens que ça intéresse, il s'appelle le test de Bratman, Bratman. Et donc, il y a 10 questions. Et en fait, il faut pas avoir un score plus élevé que 4. Donc voilà, les questions, ça va être passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire? Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance? La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle plus importante que le plaisir de le déguster? La qualité de votre vie s'est-elle dégradée alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée? Êtes-vous récemment devenu plus exigeant avec vous-même? Votre amour-propre est-il renforcé par votre volonté de manger sain? Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains? Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous éloignant de votre famille et de vos amis? Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime? Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain? Donc ça revient un petit peu aux aspects qu'on a évoqués, je pense. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, je pense que le questionnaire, je vais le mettre dans la description, comme ça au moins il y aura le lien Ouais. directement. Mm. Ok, ok. Qui Bah, ne fait pas office de diagnostic, oui, c'est évidemment, sûr, hein, ouais, carrément. mais qui peut inviter les gens à se poser un petit peu des questions, je pense. Et, enfin voilà, ça peut être bien de savoir où on en est, si on est plutôt proche de 2, proche de 4, proche de 5, proche de 10. Je pense que quand on arrive à des scores assez élevés, il est temps de se remettre un petit peu en question et C'est de ça. voir. Ouais, il faut plutôt voir ce questionnaire un peu comme, on va dire, un guide à l'introspection pour ceux qui savent vraiment pas Par où par où commencer? commencer, c'est ça, totalement. Et du coup, tu penses que quand, voilà, peut-être qu'on se rend compte qu'on perfectionne un petit peu trop l'alimentation, voilà, qu'on en a pris conscience déjà, enfin, en plus d'ailleurs, en prendre conscience, c'est déjà une très bonne bah, première étape. Comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent si on en prend conscience, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et en fait, quand on se rend compte de ça, pour toi, c'est quoi un petit peu, on va dire, la meilleure solution pour pouvoir en fait éviter de continuer à trop perfectionner l'alimentation? Euh, je pense que on peut essayer de lâcher un peu du lest soi-même. Mais forcément, je pense que certaines personnes se retrouvent dans une situation où elles ont du mal, où elles se retrouvent un petit peu dans le tout ou rien. Ouais, Et je pense que c'est une situation qui peut être très angoissante. Donc, je pense que en cas d'impasse, on va dire, parce que bon, si une personne se rend compte que c'est vrai que ces derniers temps, elle a été un petit peu obsédée par son alimentation, etc. Je pense qu'on a tous ces périodes-là, plus ou moins, parce que il y a eu les fêtes, on a pris un peu de poids, on voudrait reperdre. Enfin, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, et je pense que tout le monde a ses petites obsessions, ou alors on a des petits stress, etc. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance
bah, noyer un petit peu leur stress en pensant à leur diète parce que ça occupe leur esprit. Et c'est quelque chose de très fréquent dans les troubles du comportement alimentaire. Donc je pense que tout le monde a probablement un petit peu des petites périodes où l'alimentation prend un peu plus de place. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a une petite blessure, qui va absolument vouloir optimiser son alimentation pour guérir plus vite, ce genre de choses. Après, si c'est quelque chose qui est plus chronique et qu'on voit qu'on a du mal à s'en défaire, soit qu'on passe dans le tout ou rien, soit on sait pas comment gérer, etc. Clairement, le mieux, c'est de consulter un diététicien ou un psychologue spécialisé. Euh, je sais que, enfin, il y a des diététiciens qui sont formés en psychonutrition ou en thérapie comportementale et cognitive. Il y a des psychologues qui sont spécialisés dans tout ce qui va être troubles alimentaires. Et je pense que si on a la possibilité de se faire aider par quelqu'un, pas forcément sur un suivi très long, souvent ça peut débloquer des situations plutôt que de tomber petit à petit dans une situation qui devient compliquée. Ouais, carrément. En fait, je pense que le suivi est nécessaire souvent pour... En fait, le suivi, il est pas là. C'est-à-dire que quand une personne elle prend conscience qu'elle perfectionne de trop et qu'elle doit faire quelque chose, doit se remettre en question, souvent, ce qui bloque, c'est pas le comment je fais. Souvent, ce qui bloque, c'est qu'est-ce qui va arriver, en fait. Dans le sens où, quand la personne, elle se dit, voilà, il faut lâcher prise, etc. Et au fond d'elle, elle sait qu'il faut faire ça. Généralement, comme tu dis, c'est un peu le tout ou rien. C'est-à-dire que la personne, elle se dit dans sa tête, et c'est pourquoi elle le fait pas, même si elle sait qu'il faut que c'est la bonne solution, on va dire. Et elle se dit, voilà, si je lâche prise, etc., ça va être la catastrophe. Je sais pas, j'exagère, mais genre, je vais prendre 3 kilos de gras en une semaine. Je vais plus avoir de contrôle, mon corps va plus me plaire. Et en fait, le problème, c'est la croyance du si on comment dire, si on arrête de perfectionner les choses, en fait, il y a tous nos efforts qui vont un peu se ruiner, tu vois. Je pense qu'il y a aussi cette peur-là. Ouais, Et du coup, le fait de rester en fait bloqué dans la situation qu'on est, alors qu'on a clairement la solution, on la connaît du moins, mais on la met pas en place, quoi. ouais, clairement, je pense que c'est normal aussi d'avoir besoin d'être rassuré. Après, ça dépend aussi depuis combien de temps finalement il y a cette espèce d'obsession d'avoir une alimentation parfaite, etc. Quelqu'un qui se rend compte assez tôt va pas forcément avoir trop de problèmes pour retourner à son alimentation soit d'avant, soit à un juste milieu. Ça dépend ce qui consommait avant. Il y a des personnes qui se mettent à perfectionner leur alimentation alors qu'elles avaient une alimentation qui était finalement très équilibrée, avec bah, des aliments justement un peu plus transformés de temps en temps, mais comme tout le monde. Et puis d'autres personnes qui avaient vraiment une alimentation bah, qui était de mauvaise qualité nutritionnelle et qui se sont mis, bah, par exemple, dans l'idée de perdre du poids sur une diète très stricte et qui, là, pour le coup, ont fait le grand écart et ont du mal à se trouver une place entre les deux pour trouver une alimentation qui leur convient. Donc, je pense que la difficulté à trouver cet équilibre va dépendre du passé de la personne, de son rapport à l'alimentation, etc. C'est Mais ça. c'est normal dans tous les cas bah, d'avoir cette appréhension et de pas savoir comment s'y prendre. Carrément. Et oui, du coup, bah, en plus avec ce que tu dis, ça, bah, l'intérêt encore une fois d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, en fait, ça, comment dire, c'est que souvent on n'a pas suffisamment de recul euh, avec ce qu'on a vécu, et du coup, des fois, c'est pas évident de réellement comprendre euh, pourquoi on agit comme ça, etc. Et bah, de toute façon, dans pas mal de domaines, souvent on parle de ça, c'est que l'avis des autres est jamais le même que le nôtre, et souvent ça fait un petit déblocage quand on a l'avis de quelqu'un d'autre sur un de nos trucs, en fait. Ça nous fait un déclic, et du coup, je pense que ça, c'est un des intérêts de pourquoi faut pas rester tout seul, quoi. Il y a aussi parfois le fait de savoir les choses, mais d'avoir du mal à l'accepter et de l'accepter plus facilement quand ça vient de quelqu'un d'autre. Hum, Je pense que quand un professionnel de santé ou de la nutrition nous donne des conseils sur notre alimentation, nous alerte sur potentiellement un excès de, euh, de bonne volonté pour manger sainement, ça a un côté rassurant dans le sens où
où bah, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui est compétent dans le domaine, euh, voilà, il y a cette sorte de légitimité et je pense que c'est déculpabilisant pour la personne de se dire, bon, bah ok, bah, je remange du chocolat alors que j'en mangeais plus, mais c'est mon diététicien qui m'a dit que je pouvais, donc j'ai pas à culpabiliser à le faire. C'est ça. Ouais, c'est un petit peu le sentiment de confirmation pour être, on va dire, sûr de ce qu'on fait, quoi. Mm. Eh ben écoute, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bah, c'était super sympa en tout cas. Et puis je pense qu'on a répondu du coup à vraiment pas mal de questions. Donc bah, c'était en tout cas avec plaisir, Violette. Merci Bah, d'être plaisir venue en tout cas. partagé. Ouais, Merci pour l'invitation. ouais, pas de souci. Et du coup, bah, on se dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, également à me poser des questions si vous en avez. Je mettrai d'ailleurs ton Instagram, si tu veux, Violette, dans la description. Ouais, volontiers. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux si vous en avez. Et puis du coup, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut.